Bonjour à tous, nous sommes le lundi 23 février 2026 et notre cher ami, notre frère Larry C. Johnson, est avec nous. Jolie chemise aujourd'hui. Je suis content de voir que tu as retrouvé ton esprit de compétition. J'ai fait de mon mieux, mais c'est toi qui brilles en ce moment. Je suis juste en train de l'agrandir. C'est magnifique. Nous pouvons faire semblant que le soleil se lève. Oui, exactement. Le mien est pareil. Ça ne change pas, mais c'est magnifique. Oui, écoute, il se passe tellement de choses terribles dans le monde. Il faut bien qu'on ait quelque chose pour rire, pour essayer de remonter le moral des gens. On ne veut pas qu'à la fin du spectacle, ils se disent « Oh mon Dieu, il n'y a pas d'issue, je vais me suicider ». Oui, bien sûr. Merci d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à toucher plus de monde. Larry, laissez-moi commencer par ce que le général Petraeus a dit à propos du conflit en cours entre l'Iran et les États-Unis. Voici ce qu'il a déclaré. Je dois m'attendre à ce que, s'ils ne viennent pas vraiment à la table de négociation et ne font pas de concessions sérieuses, ils découvrent à quel point ils sont sans défense face à une attaque aérienne. Gardez à l'esprit que les Israéliens, utilisant des chasseurs-bombardiers furtifs F-35 fournis par les États-Unis, ont détruit le système de défense aérienne et antimissiles balistiques russe S-300, soi-disant sophistiqués, que l'Iran avait reçus de la Russie, ainsi que d'autres batteries et systèmes de défense aérienne qu'il possédait. Donc, encore une fois, si vous volez au-dessus, disons, certainement de 12 000 pieds, peut-être un peu plus haut, l'Iran ne peut vraiment rien faire contre eux. Oui, Fafo, joue avec le feu, tu verras. La seule chose que je souhaiterais, c'est que Petraeus ait eu son derrière assis dans l'un des cockpits de ses avions lorsqu'il, je cite, « vole vers l'Iran ». Parce que un des grands mensonges à propos de l'attaque du 13 juin et de la neutralisation de certains systèmes de défense aérienne iraniens en juin dernier, c'est qu'elles auraient été menées par des avions ayant pénétré en Iran. Ce n'est pas le cas. Il s'agissait de groupes de sabotage au sol. En réalité, nous n'avons vu aucune preuve crédible que des avions israéliens aient effectivement pénétré, volé à l'intérieur et obtenu la suprématie aérienne en Iran. C'est donc, vous savez, un autre mythe qu'il continue d'entretenir. Mais c'est instructif. Prêtez attention à Petraeus, car il ne fait pas que donner son opinion. Il reflète la conviction de la communauté du renseignement américaine. Il croit vraiment à ces absurdités. Donc vous savez, on verra bien. J'étais dans l'émission du juge Napolitano il y a environ une demi-heure avant de venir ici, et il a diffusé un extrait de Trita Parsi. Maintenant, je pense que Trita est généralement un bon analyste, mais il a fait cette déclaration. Peut-être qu'il ne voulait pas dire exactement ce que ça a donné. Mais il a dit que l'Iran est aujourd'hui plus faible qu'il ne l'était il y a 2 ans. Et je me dis, sur quelle planète vis-tu, mon frère? J'affirmerais qu'en ce moment, militairement, l'Iran est plus fort qu'il ne l'a jamais été dans son histoire. Et c'est parce que l'Iran a ravalé sa fierté et a cherché de l'aide auprès de la Russie et de la Chine, qui étaient plus qu'heureuses de fournir leur assistance à moitié prix. Qu'il s'agisse de fournir des radars ou des systèmes de défense aérienne renforcés au sol. Vous savez, Petraeus parle avec mépris des capacités du S-300, alors que le S-300 surpasse tout ce que le système de missiles Patriot peut faire. Mais le S-400 joue dans une toute autre catégorie. Donc, si l'Occident continue de supposer que l'Iran est faible, qu'il ne peut pas nous arrêter et que nos F-35 sont les meilleurs du monde, eh bien, vous savez quoi? Ces reines de hangar à 100 millions de dollars ne sont tout simplement pas aussi bonnes ni aussi performantes qu'on aime le croire.
they're not as good or capable as we like to think. I mean, just by comparison, Je veux dire, si on compare simplement, les Su-35 russes, qui sont les avions de chasse de 5e génération équivalents que la Russie utilise, ont presque 2 fois l'autonomie d'un F-35. C'est pareil pour le J-20 chinois. Mais les États-Unis se pavanent en mode « Oh, on est tellement fiers, on est les meilleurs », alors qu'ils n'ont jamais vraiment été mis à l'épreuve au combat contre un adversaire capable de riposter. Et même si j'espère vraiment qu'on ne testera pas cette capacité et qu'on n'ira pas en guerre contre l'Iran, si ça devait arriver, je pense que les États-Unis auraient un réveil très brutal. Ce serait un choc. On serait stupéfait de voir à quel point nos performances seraient médiocres. Permets-moi, puisque tu as mentionné le nom de Trita Parsi ici, c'est un personnage assez intéressant, Larry, à mes yeux, parce qu'il ne sait absolument rien sur l'Iran, sur l'armée iranienne, ni sur la puissance qu'elle détient aujourd'hui. Et ce qu'il répète toujours, c'est que l'Iran est moins capable et plus faible qu'avant. Il a même dit quelque chose qui m'a stupéfié, que l'Iran d'aujourd'hui, en tant que société, est bien plus sous pression qu'il ne l'était il y a 20 ans, quand il parle de liberté et de la façon dont la jeune génération veut vivre. Il ne fait qu'enchaîner mensonge sur mensonge, Larry. Je ne sais pas pourquoi il fait cela, ni quel est son but en tenant ce genre de propos. Il ne connaît pas un seul, et bien pas même un angstrom, pas une once, de ce qui se passe en Iran. Et j'ai été hors d'Iran pendant 12 ans. Et quand je suis arrivé là-bas, je n'en revenais pas du changement que je voyais dans la société. Si vous allez en Iran, vous voyez le niveau des discussions politiques là-bas. Et vous vous demandez, mais de quoi parle-t-on vraiment à l'extérieur? Vous voyez les critiques les plus virulentes du gouvernement iranien venir de l'intérieur de l'Iran. On ne trouve pas cela à l'extérieur. Et Trita, d'une certaine manière, est resté bloqué 20 ans en arrière par rapport à aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il cherche, ni quel est son objectif. Mais après tout, je dirais que ces choses sont liées aux néolibéraux aux États-Unis. C'est pourquoi il essaye de rester dans ce contexte, vous savez, pour faire partie de cette même catégorie. C'est pour cela qu'il fait ce genre de commentaires scandaleux sur l'armée, le renseignement et la société iranienne. Eh bien, voyez-vous, je ne fais pas ce que je fais pour être payé. Je ne gagne pas du tout de l'argent à l'appel avec ça. En fait, on pourrait dire que j'en ai même subi un préjudice financier. Mais si j'allais dans un groupe de réflexion en disant « Écoutez, je vais vous donner mon analyse objective et commençons par les faits », comme l'affirmation selon laquelle l'Iran est le principal sponsor du terrorisme. D'accord, montrez-moi les incidents. Quels sont les groupes terroristes les plus actifs dans le monde aujourd'hui? Le département d'État, et vous savez, un groupe de réflexion français, la Fondation pour la recherche stratégique, montre que si l'on mesure en termes de nombre de victimes, de morts et de blessés, ce sont tous des groupes sunnites. Ce ne sont pas, vous savez, le Hamas ou le Hezbollah. Ce ne sont pas des groupes avec lesquels l'Iran ait le moindre lien. Et donc, si j'allais dans un groupe de réflexion et que je disais « nous allons publier ça », ils répondraient « oh non, non, non », parce que cela contrarierait leurs donateurs. Leurs donateurs veulent une propagande qui présente l'Iran sous le pire jour possible. Et ils ne cessent de parler de l'extrémisme des mollahs. Or, à l'époque, eh bien, avant ta naissance, ou juste avant que tu viennes au monde, en 1980, 1981, 1982, oui, il y a eu des actes extrêmes. La police religieuse réprimait sévèrement et les femmes devaient porter le hijab. Et tu sais, l'Iran s'est en quelque sorte forgé une image de pays intolérant. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. L'une des critiques qui ressort de certains sondages légitimes
c'est que les gens voulaient un assouplissement de toutes ces restrictions islamiques sur l'habillement, etc. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ainsi, l'Occident refuse de se confronter à ce qu'est réellement l'Iran aujourd'hui. Mais surtout, si l'on regarde les 25 premières années de ce siècle, le 21e siècle, il s'est agi de lutter contre le terrorisme. Ce terrorisme a été mené par des groupes extrémistes sunnites qui ont été financés en partie par l'Occident. Je veux dire, cela remonte au financement par la CIA de ces groupes sunnites radicaux au Pakistan, qui ont ensuite été utilisés par les États-Unis pour attaquer la Russie à la fin des années 1990, pendant la Deuxième Guerre de Tchétchénie. Et ils ont continué à entretenir des relations avec ces groupes, y compris, vous savez, le cas le plus récent, Hayat Tahrir al-Sham avec al-Jolani, aujourd'hui al-Shaha. Et vous savez, c'était un groupe directement lié à l'État islamique. Il a connu certaines évolutions, mais malgré tout, il reste un groupe de type État islamique. Et voici les États-Unis qui le financent, qui l'aident, tandis que l'Iran, à travers le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, combat ces islamistes radicaux en Syrie. Je veux dire, dans le monde réel, les États-Unis auraient dû être alliés avec l'Iran, car nous partageons un objectif commun, éliminer ces sunnites radicaux qui sont intolérants envers les autres. Vous savez, l'islam chiite pratiqué et défendu par les mollahs n'est pas une religion qui dit aux gens « vous devez vous convertir ou mourir ». C'est la réputation de certains de ces salafistes et takfiris, mais pas de l'Iran. Pourtant, l'Occident refuse encore d'aborder cette réalité, et c'est là que c'est regrettable. Trita contribue en quelque sorte à entretenir ce mythe au lieu de le remettre en question et de tirer la sonnette d'alarme, alors que je suis tout à fait prêt à affronter quiconque sur la question du terrorisme. Vous savez, ils essaient de faire croire que l'Iran est responsable de la mort de milliers d'Américains. C'est absolument faux, et on peut le prouver. Mais encore une fois, personne ne veut en discuter. Quand on les confronte aux faits, ils partent sur un tout autre sujet. Oui. Et Larry, nous avons reçu hier le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, pour une interview. On lui a demandé de parler de la phase actuelle des négociations, de la situation actuelle du point de vue iranien et de la manière dont ils l'aperçoivent. Et voici ce qu'Araghchi a déclaré à propos de la préparation des conditions auxquelles l'Iran accepterait de souscrire dans les négociations avec les États-Unis. Le président Trump prévoit-il de frapper l'Iran ou utilise-t-il simplement cette menace comme moyen de pression? Eh bien, je ne peux pas juger. Mais un fait demeure. S'ils veulent trouver une solution au programme nucléaire pacifique de l'Iran, la seule voie possible est la diplomatie. Nous l'avons déjà prouvé par le passé. Et je crois qu'il existe encore une réelle possibilité d'obtenir une solution diplomatique fondée sur une approche gagnant-gagnant. Une solution est à notre portée. Il n'y a donc aucun besoin d'un renforcement militaire. Un renforcement militaire ne peut ni aider ni nous faire pression. Oui, voici ce qu'il a dit et ce que nous avons entendu de Steve Witkoff hier. Il mentionnait que le président des États-Unis est en quelque sorte frustré par l'Iran. Il se prépare à recevoir une sorte de proposition de la part des Iraniens, mais il ne l'a pas encore reçue, et eux ne capitulent pas. Il a utilisé le terme « capitulation » en disant que l'Iran devait capituler devant Donald Trump. En réunissant ces deux idées, Larry, allons-nous vers une guerre? Quelle est ton évaluation?
parce que je ne vois pas l'Iran capituler devant qui que ce soit. Personne. Et d'un autre côté, Donald Trump veut une forme de capitulation. Est-ce que ce sera le même type de capitulation que Donald Trump a obtenu contre les Houthis en mer Rouge? Ou allons-nous avoir une nouvelle guerre entre l'Iran et les États-Unis? I think Je pense que la guerre est inévitable en raison de l'ampleur de la force aérienne déployée dans la région. Le fait qu'il y ait 2 groupes aéronavals là-bas, tu sais, ils ne sont en réalité pas si importants, ni sur le plan stratégique, ni sur le plan tactique. Ils constituent plutôt un fardeau. S'ils s'approchent suffisamment, celui en Méditerranée par exemple, il est là, je suppose en théorie, pour assurer la protection d'Israël dans le cas où l'Iran lancerait des missiles balistiques et des drones contre Israël, comme il l'a fait en juin dernier. Against Israel as it did last June. The other ship, the Abraham Lincoln, which is L'autre navire, l'Abraham Lincoln, qui se trouve au large des côtes iraniennes, assez loin des côtes, transporte des armes à bord, notamment ses avions, environ 10 F-35, ainsi que les destroyers. Pour pouvoir lancer des missiles de croisière Tomahawk et avoir un effet à l'intérieur de l'Iran, ces navires devraient s'approcher, disons, à environ 200 miles des côtes. Mais une fois qu'ils font cela, ils deviennent extrêmement vulnérables aux attaques de missiles iraniennes, car les missiles antinavires de l'Iran sont désormais, d'après ce que je comprends, intégrés aux satellites chinois. Il est donc en réalité assez facile de localiser ces navires et de les détruire. Cela nous laisse donc avec les F-35 basés à terre, principalement en Arabie Saoudite et en Jordanie. Nous avons vu l'interview de Tucker Carlson avec Mike Huckabee, au cours de laquelle Huckabee a essentiellement déclaré « Hey, qu'Israël prenne tout le Moyen-Orient, au diable la Jordanie, au diable la Syrie, au diable la Turquie, au diable l'Irak, et ainsi de suite. » Et là, ça a provoqué ce que j'appellerais l'équivalent d'une bombe nucléaire parmi toutes les nations arabo-musulmanes de la région. Si j'en parle, c'est parce que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis y étaient tous deux associés. Et tous deux étaient furieux. Ils se détestent en ce moment. Mais disons-le, Huckabee a été le grand unificateur. Il a même réussi à les rassembler. Cela soulève donc la question. Cette colère se traduit-elle par la Jordanie et l'Arabie saoudite disant aux États-Unis « Non, retirez vos fichus avions d'ici, vous ne décollerez pas d'ici. » C'est une possibilité. Du moins, je n'ai vu aucun signe allant dans ce sens. Mais on ne peut pas l'exclure. Et les États-Unis persistent à croire qu'avec la puissance aérienne, ils peuvent vaincre l'Iran, qu'ils peuvent infliger des dégâts tels que l'Iran ne pourra plus fonctionner. Très bien. Je demande à tout le monde de prendre un peu de recul. Mettons de côté les États-Unis et l'Iran. Imaginons qu'il s'agisse de la Russie et de l'Ukraine. Regardez tous les missiles que la Russie a tirés sur l'Ukraine au cours des 4 dernières années. Je veux dire, des volumes incroyables. Et oui, cela a causé des dégâts, cela a provoqué de la destruction. Mais est-ce que l'Ukraine s'est effondrée et a abandonné? Oh, on abandonne. Vous savez, l'Ukraine a aujourd'hui à peu près 1/5 de la population de l'Iran. La superficie de l'Iran, je crois, est d'environ 3 fois celle de l'Ukraine. Donc, il faut que tout le monde se réveille et arrête de se bercer d'illusions en pensant que les États-Unis peuvent lancer même 1 millier de sorties et que cela va forcer les Iraniens à s'effondrer. Cela n'arrivera pas. Et ensuite, il y a la question de la maintenance de ces F-35 et de leur capacité à assurer et à soutenir des opérations de combat. Les États-Unis se sont convaincus qu'ils étaient un géant de 3 mètres de haut, doté de capacités illimitées.
En réalité, nous ressemblons plutôt à un nain, non? Nous sommes plus petits et bien moins capables physiquement que nous ne le pensons. Cela nous prépare donc à quelque chose de dangereux si les États-Unis agissent sur cette présomption. Je sais que le personnel militaire s'attendait pleinement à ce que nous attaquions le week-end dernier, ce que nous n'avons pas fait. Et on peut citer plusieurs facteurs qui sont intervenus. L'un d'eux, à ce que j'ai compris, est que Tulsi Gabbard et J.D. Vance ont tous deux protesté avec véhémence et fait pression contre cette action. Et apparemment, Trump a écouté. Il s'appuyait sur un sondage. Je connais la personne qui a réalisé un sondage montrant à Trump qu'il n'aurait aucun soutien et que s'il faisait cela, les chances que les républicains perdent les élections de mi-mandat et n'aient plus aucun espoir de se relever étaient très élevées, qu'il serait complètement neutralisé et probablement destitué puis condamné. En plus de cela, le fait est qu'à l'heure actuelle, même parmi sa soi-disant base, seulement environ 25% des Américains soutiendraient une attaque contre l'Iran. Cela signifie que 75% ne le feraient pas. Donc en somme, Trump et son équipe ont fabriqué un récit qui n'est pas étayé par les faits. Larry, puisque tu as mentionné la taille de l'Iran, laisse-moi te montrer un extrait qui nous aide, nous et notre public, à comprendre à quel point ce pays est vaste. Voici la vidéo. Elle superpose l'Iran à l'Europe, et tu peux voir quelle partie de l'Europe il recouvre. Ouais. Et ensuite, cela va au Canada, puis redescend vers les États-Unis. Beaucoup de gens disent que l'État du Texas est bien plus grand que l'Iran. Ce n'est même pas comparable. Et d'une certaine manière, Donald Trump pense qu'ils peuvent, vous savez. Larry, que penses-tu que l'administration Trump, ou la communauté du renseignement, sait à propos du système de défense aérienne iranien? De quoi l'Iran a-t-il été équipé par les Chinois? Parce que jusqu'à présent, d'après ce que nous voyons dans les médias traditionnels, nous avons appris que le radar YLC-8B de la Chine donne à l'Iran la capacité de détecter les avions furtifs, y compris le F-35, le seul chasseur dans cette catégorie. Eh bien, je veux dire, abordons la question de la taille géographique. Si vous êtes dans un F-35, vous devez décoller, disons, de la base aérienne Muwafaq Shati en Jordanie ou d'une base aérienne en Arabie Saoudite. De l'Arabie Saoudite à la frontière ouest de l'Iran, il y a, je crois, environ 200 000. Bon, faisons le calcul. Le rayon d'action en combat d'un F-35 est de 600 000. Donc si vous devez parcourir 200 000, est-ce que cela veut dire qu'ils peuvent pénétrer encore d'environ 100 miles avant de devoir faire demi-tour et revenir? Il y a une limite à la distance que les avions peuvent parcourir sans ravitaillement. Vous n'allez pas faire voler des ravitailleurs au-dessus de l'Iran. Donc cela signifie que le ravitaillement doit se faire au-dessus de l'Arabie Saoudite. Et même dans ce cas, nous savons maintenant, avec le radar chinois que vous venez de mentionner, il peut détecter jusqu'à environ 400 à 420 miles. About 420 miles. And so anybody that's in that range, they can see it. Et donc, toute personne se trouvant dans cette zone, elle peut le voir. Et l'Iran dispose bien de missiles solaires capables d'atteindre une telle distance. Ce qui fait qu'avec ces F-35, même si nous en avons 1 millier et que nous voulons frapper 1 millier de cibles, ils ont de réelles limites quant à la profondeur à laquelle ils peuvent pénétrer en Iran. Et encore une fois, on part du principe qu'ils peuvent voler sans opposition. Je pense qu'un des développements clés qui a eu lieu et qui se poursuit encore est le déploiement ainsi que la formation et le déploiement de systèmes de défense aérienne avec du personnel russe et chinois qui les opèrent dans certains cas et assure également la formation des forces iraniennes. Donc je ne pense pas. Je sais que certains planificateurs militaires ont reconnu que les États-Unis allaient subir des pertes. La question est,
Combien? we recognize that the United States is going to suffer casualties. The question is how many. And Et lorsque Trump est élu sur la promesse que nous n'allons pas nous engager dans des guerres stupides et dénuées de sens au Moyen-Orient, le voilà en train de se préparer à en déclencher une. Mais, vous savez, en ce moment, la sagesse conventionnelle aux États-Unis veut que l'attaque ait lieu mercredi, jeudi ou le week-end prochain, même s'il y a une pleine lune. Même si les planificateurs de l'US Air Force ne veulent pas d'attaque pendant une pleine lune, quand il y a toute cette lumière. Néanmoins, c'est ce qu'ils attendent. On verra bien. Je sais que d'autres interviennent auprès de Trump en disant « Hey, nous ne pouvons pas nous permettre d'entrer en guerre avec l'Iran. Tu ne peux pas. Cela te détruirait politiquement. » Nous verrons donc si Trump écoute ou non, car il subit une pression énorme de la part des sionistes. Because he is under enormous pressure from the Zionists. Ces sionistes sont-ils principalement situés aux États-Unis ou viennent-ils aussi d'Israël? Comment voyez-vous Israël dans ce calcul? S'agit-il uniquement des sionistes aux États-Unis ou bien de ceux à l'extérieur des États-Unis qui exercent une influence sur Trump? Eh bien, j'allais dire oui. Well, I was going to say yes. It's both. It's not one or the other. C'est les deux. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Et c'est important. Vous savez, on m'a accusé d'être antisémite parce que je ne crois pas au sionisme. Je place le sionisme au même niveau que le nazisme. C'est une forme de suprémacisme ethnique. Cela revient essentiellement à dire, nous, en tant que groupe qui s'identifie comme juifs, sommes suprêmes et supérieurs à tous les autres, et nous méritons des droits que personne d'autre n'a. Ou du moins, tel que ça se pratique en Israël, ils constituent une classe au-dessus des Palestiniens et des chrétiens. L'une des choses qui est ressortie de la récente interview de Tucker Carlson avec Mike Huckabee, Tucker a dit, « Eh bien, vous savez, si vous êtes juif, je veux dire littéralement, si vous pouvez prouver génétiquement que vous êtes un juif ashkénaze et que vous vous convertissez au christianisme, les Israéliens ne vous laisseront pas entrer en Israël parce que vous n'êtes pas caché. » Et je me suis dit, je n'avais jamais entendu ça, mais j'ai vérifié, et c'est absolument vrai. Cela montre donc que le sionisme est en réalité fondamentalement anti-chrétien. Et pourtant, il y a tant de chrétiens qui le soutiennent. Il est construit autour d'une mythologie, mais néanmoins une mythologie très puissante qui a continué à motiver et à inspirer ce génocide qui se déroule contre les Palestiniens. La véritable ironie dans tout cela, c'est que le père du sionisme en tant que concept est Theodor Herzl. C'était un athée, oui, un athée. En fait, tout le concept est vicié, comme l'a dit Huckabee. L'ensemble du concept du sionisme concernant le droit d'Israël sur la terre repose sur une croyance issue de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et je sais que je vais offenser certains auditeurs et spectateurs religieux, mais désolé, les croyants pensent que cela a été écrit par Moïse, comme si Moïse n'avait rien d'autre à faire que de s'asseoir et d'écrire un livre. Mais en réalité, ce que nous connaissons sous les noms de Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, les 5 premiers livres de la Bible, que les Juifs appellent la Torah, a été compilé par des érudits juifs qui avaient été capturés lors de l'exil babylonien vers 550 avec Zinistisistir. Nous parlons donc d'il y a presque 2600 ans. Ils ont rédigé cette histoire, et elle est écrite d'un point de vue juif. Donc vous savez, comme tout auteur qui écrit quelque chose, cela reflète vos opinions, vos valeurs. Mais ce texte a été accepté par de nombreux chrétiens et de nombreux juifs comme faisant autorité, comme si ce n'est pas quelque chose créé par des hommes. Oh non, non, c'est créé par une divinité. Mais ensuite, quand on creuse un peu et qu'on regarde ce que cette divinité dit, cela revient essentiellement à donner du pouvoir, entre guillemets, aux descendants d'Abraham, par Isaac et Jacob,
ils ont le pouvoir de tuer qui ils veulent dans cette terre. Ils reçoivent un statut spécial au-dessus des autres. Eh bien, vous savez, c'est l'une des contradictions de l'Ancien Testament. On nous dit de croire que Dieu a tout créé. Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé un seul groupe de personnes. Il a créé tout le monde. Tu ne tueras point. Et pourtant, ensuite, il y a cet autre Dieu qui apparaît. Oui, va tuer ces Amalécites. Ils sont sur ta terre. Tue-les, extermine-les. Tue les hommes, les femmes, les enfants, les chiens, les animaux. Tue-les tous. Je veux dire, c'est écrit là-dedans. Et tu vois des gens comme nous voilà au 21e siècle. Et tu sais, ton gars Mike Huckabee, qui a été gouverneur, ce n'est pas un homme sans éducation. Mais bon sang, il dit les choses les plus absurdes pour justifier. Oh oui, ces gens-là, ce sont le peuple spécial de Dieu. Tu sais, l'essence de ce que son christianisme a produit, c'est qu'il n'y a pas de peuple spécial. Tous les êtres humains sont spéciaux. Tous les êtres humains sincères sont des êtres de Dieu. Oui, c'est un concept assez unique parmi les différentes religions. Présenter un Dieu qui se soucie réellement de toute l'humanité et pas seulement d'un seul groupe. C'est pourquoi je dis que tout ce truc autour du sionisme nous a empoisonnés et qu'il continue d'être utilisé comme prétexte pour le meurtre et le génocide. Larry, laisse-moi évoquer ce qu'Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, a dit à propos de l'enrichissement. C'est incroyable pour moi de voir à quel point il peut rester calme alors que le journaliste lui pose des questions aussi scandaleuses. J'étais furieux. Écoute simplement ce qu'il a dit. Président Trump, envisageriez-vous de permettre à l'Iran d'avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu d'enrichissement? Eh bien, tout d'abord, l'enrichissement est notre droit. Nous sommes membres du TNP et nous avons pleinement le droit de bénéficier de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, y compris de l'enrichissement. La manière dont nous exerçons ce droit ne concerne que nous. L'enrichissement est un aspect sensible de nos négociations. L'équipe américaine connaît notre position, nous connaissons la leur et nous avons déjà échangé nos préoccupations. Je pense qu'une solution est possible, mais je ne vais pas négocier par l'intermédiaire des médias. Oui, elle parle de pourquoi le président des États-Unis devrait laisser l'Iran enrichir de l'uranium, comme si Donald Trump était Dieu. Eh bien, vous savez, si je conseillais le gouvernement iranien sur les négociations, je commencerais par dire « D'accord, on va arrêter avec ces histoires d'intermédiaires. On parle à l'omanien, puis il va dans l'autre pièce, parler aux Américains, et ensuite il revient nous dire ce que les Américains ont dit. Non, on va s'asseoir dans la même pièce et discuter. Maintenant, si on ne peut pas faire ça, ne perdons pas notre temps. Et je soutiendrai que l'Iran est aujourd'hui en position plus forte pour le faire, grâce aux BRICS, grâce à la Russie et à la Chine, grâce à la croissance économique des deux. Il y a 10 ans, lorsque le JCPOA a été signé, l'Iran n'avait pas beaucoup d'options. Il n'avait personne vers qui se tourner pour dire « Vous savez, l'Occident essaye de nous imposer toutes ces sanctions. » Pouvez-vous nous aider à trouver un soulagement? Parce qu'à l'époque, la Chine et la Russie étaient prêtes à soutenir ces sanctions, mais plus maintenant. La Russie et la Chine ont été claires. Non, non, nous n'allons pas respecter ces sanctions du tout. Il existe donc désormais une voie économique ouverte pour l'Iran qui n'existait pas il y a encore un an. C'est, je pense, un point que beaucoup de gens ne comprennent pas ou ne mesurent pas à sa juste valeur. L'Iran dispose maintenant d'options économiques qu'il n'avait pas auparavant, et il a renforcé sa puissance militaire. Il ne s'est pas arrêté.
Il n'a pas cessé de construire des missiles balistiques, même pendant la guerre de 12 jours. Et lorsqu'il parle de villes de missiles, je ne pense pas que les services de renseignement occidentaux comprennent pleinement ou évaluent correctement le nombre de missiles balistiques dont dispose l'Iran. Ni l'étendue ou capacité. Iran has and what their total capability is. And Iran has a variety of options for launching them. Et l'Iran dispose d'un éventail d'options pour lancer ces attaques, d'une manière que les États-Unis ne peuvent pas empêcher. Je veux dire, regardez, nous avons des preuves historiques datant de 1990, pendant la première guerre du Golfe, puis de 2003, concernant l'incapacité de l'US Air Force, principalement l'armée de l'air, à repérer, localiser et détruire des missiles balistiques depuis les airs. Et ajoutons à cela l'aviation navale. Nous l'avons encore vu récemment, il y a environ 8 mois, au Yémen, lorsque les États-Unis sont intervenus pour détruire et perturber sans y parvenir. Oui, ils ont causé quelques dégâts et effectué certaines destructions, mais rien qui ait complètement empêché les Houthis de continuer à riposter. Et il n'y a aucune comparaison possible en termes de capacité militaire entre ce que l'Iran peut faire et ce que les Houthis pouvaient faire. Je veux dire, les Houthis sont des combattants courageux, mais bon sang, ils ressemblent à une équipe de baseball ou de football pour enfants comparés à des joueurs professionnels. L'Iran joue dans une autre catégorie. Et c'est ce que, selon moi, l'Occident ne parvient pas à comprendre. Nous continuons à nous raconter de petits mensonges, de doux petits mensonges, pour reprendre une expression. Mais c'est pour cela que si cela tourne au conflit, ce que je pense probable, et encore une fois, vraiment j'espère me tromper, des esprits plus calmes finiront par l'emporter du côté américain. Mais vous savez, je pense qu'en toute franchise, l'Iran perd son temps avec ces négociations, car les États-Unis ne sont pas sincères. Il ne s'agit pas d'enrichissement, il s'agit des mollahs. Il s'agit de cette société religieuse qu'est l'Iran. C'est cela qu'il faut détruire. Il faut que nous ayons un groupe de personnes au pouvoir qui fassent ce que nous leur disons de faire. We have to have a group of people in charge that are going to do what we tell them to do. Tu sais ce qui est incroyable dans la perception de l'Iran par les médias grand public en Occident, essentiellement aux États-Unis, c'est qu'ils pensent que l'Iran se résume à des mollahs et des turbans. Et tu vois cela dans les calculs du président des États-Unis. Donald Trump parlait de l'Iran, disant qu'il allait assassiner le guide suprême de l'Iran et son fils, par exemple. N'est-ce pas? Alors, quelle différence cela ferait-il? Comment cela pourrait-il te donner le moindre levier? C'est tellement puéril, Larry, quand on y pense. Cette idée que l'Iran n'est qu'un groupe de religieux ou de mollahs qui dirigent tout. L'Iran possède l'un des systèmes les plus sophistiqués que j'ai jamais vus. Le système fait fonctionner le pays. Ce n'est pas seulement une personne, pas seulement, tu sais, le soi-disant guide suprême qui contrôle tout. C'est fondamentalement un mensonge total. Et s'ils continuent avec ce concept, cela va être dévastateur pour leurs calculs, à mon avis. Eh bien, écoutez, il y a eu une vaste campagne de désinformation menée par, je crois qu'elle est en fin de compte dirigée par la CIA. Mais elle utilise des intermédiaires. Et je pense que nous en avons parlé brièvement vendredi, un groupe basé aux Pays-Bas, appelé Gaman, G-A-M-A-N, et ensuite il est associé à une entreprise canadienne qui possède un VPN. Quand on examine les sources de financement, on voit que ces entreprises ont été créées pour réaliser des sondages sur Internet, qu'elles prétendent être beaucoup plus objectifs parce que les gens peuvent répondre de manière anonyme, n'est-ce pas? Ce qui revient à dire, si les gens répondent anonymement, comment savez-vous que vous avez réellement affaire à une personne? Mais les informations qui ressortent de ces sondages indiquent que 80% des Iraniens détestent le régime des mollahs
veulent leur départ et accueilleraient favorablement tout nouveau gouvernement. Et c'est ce que la majorité des gens aux États-Unis, la grande majorité, croient. Le but de ces sondages, à mon avis, n'était pas tant de convaincre les Iraniens que de conditionner l'Occident à justifier une attaque contre l'Iran. Vous savez, combien d'Iraniens l'Occident prétend-il que les manifestations ont tué? Vous connaissez le chiffre? C'était l'Occident. Il parlait de 30 000, 40 000, 80 000. Oui, mais 30 000. Est-ce que ce chiffre de 30 000 a une quelconque signification dans l'histoire de l'Iran, disons sous le règne du Shah? Parce que, d'après ce que je comprends, dans l'année, les 12 ou 16 mois avant que le Shah ne soit renversé, le nombre d'Iraniens réellement tués par la SAVAK et les forces du Shah était de 30 000. Maintenant, je ne crois pas que le chiffre avancé aujourd'hui ait été choisi au hasard. Je pense que c'est une manière délibérée de faire écho au passé pour justifier un renversement actuel. Mais cette idée, et on la retrouve en ce moment, encore une fois, chez quelques-uns de ces sionistes fanatiques avec qui j'ai eu affaire. Ils étaient là à dire « Oh, ils ont tué 30 000 personnes ». Es-tu d'accord avec ça? Je réponds toujours « Eh bien, c'est la moitié de ce que les Juifs ont tué à Gaza. » Donc, tu sais, si ça ne te dérange pas qu'on ait tué plus de 70 000 Palestiniens en assassinant des hommes, des femmes et des enfants, pourquoi devrions-nous nous affoler pour seulement 30 000 en Iran? Oh, ça, ils n'aiment pas. Oui. Larry, jusqu'où, selon toi, Donald Trump irait-il dans une attaque contre l'Iran? Parce que d'après ce que je comprends, et comme tu l'as mentionné, il semble qu'il y ait des opérateurs russes et chinois en Iran travaillant avec ses armes et ses systèmes de défense aérienne. Ils intègrent non seulement les systèmes de défense aérienne russes avec les radars chinois, mais tout le réseau est interconnecté. Le système de défense aérienne iranien, les systèmes russes, les radars chinois, tous communiquent entre eux. Alors, jusqu'où Donald Trump irait-il si ton hypothèse ou ton estimation est qu'une attaque se prépare? Et est-ce que ce sera? Parce qu'après tout, Donald Trump ne pourrait pas soutenir un conflit pendant plus de 3, peut-être 4 semaines. Ensuite, qu'a-t-il l'intention de faire? Eh bien, si l'Occident part du principe qu'il peut porter un coup décisif et que l'Iran va simplement se rendre et abandonner, je pense que c'est une hypothèse erronée. Maintenant, je ne sais pas jusqu'où l'aide de la Russie et de la Chine est réellement allée, mais je suppose qu'elle est importante, substantielle. Alors, permettez-moi de présenter différents scénarios. Si les Chinois ont effectivement déployé un système radar capable de détecter à 400 000 des frontières de l'Iran et qu'ils ont fourni soit le personnel pour faire fonctionner ce système, soit formé l'Iran à le faire, et qu'ils ont intégré ce système radar au vaste réseau de satellites chinois, et qu'ils ont également relié ce système aux défenses aériennes russes, les systèmes S-300 et S-400. Si cela s'est produit, alors l'Iran est très bien placé pour infliger des dommages importants aux forces aériennes de combat américaines. Et s'il parvenait à provoquer les pertes dont je les crois capables, cela créerait une crise politique pour Donald Trump. Maintenant, si le soutien de la Chine et de la Russie n'est pas aussi fort que je le pense, l'Iran subira davantage de souffrances. Mais nous oublions encore que, même au milieu d'une attaque surprise, le 13 juin 2025, en quelques heures, l'Iran était encore capable de riposter contre Israël. À ce moment-là, ils avaient évité de frapper les bases militaires, mais pas cette fois. But not this time. And here's what leads me to believe that actually
Et voici ce qui me pousse à croire que le soutien apporté par les Chinois est en réalité assez important. Les Chinois publiaient des images satellites montrant où tous les systèmes de défense aérienne de l'armée américaine sont déployés sur différentes bases en Arabie saoudite et en Jordanie. Ils envoient un message à l'Occident. Ce n'est pas l'Iran qui agit seul. Encore une fois, tout repose sur les hypothèses et sur ce que l'on dit aux gens. Je sais que les rapports que le renseignement militaire américain fournit à sa hiérarchie, puis à Trump, sous-estiment grossièrement les capacités de l'Iran. Ils les considèrent comme peu significatives. Je pense qu'ils découvriront qu'ils se trompaient. I think they will find out that they were wrong. But the problem is when you're wrong on something like that, you've cost the lives. Mais le problème, c'est que quand on se trompe sur quelque chose comme ça, on met en danger la vie d'autres personnes. Et vous savez, contrairement à ce qui s'est passé en juin dernier, l'Iran dispose de plusieurs options. Premièrement, si, comme je le pense, la Chine a fourni un important partage de renseignements avec la Russie, alors l'Iran recevra une alerte précoce dès que les avions décolleront pour commencer une attaque contre lui. Et je pense qu'à ce moment-là, une fois que l'Iran sera certain qu'une attaque est en cours, il lancera immédiatement des frappes sur ses bases américaines. Ce serait la cible principale, s'en prendre à l'infrastructure militaire qui pourrait entraver la capacité des États-Unis à maintenir une telle attaque. Et donc, ils attendront avant d'attaquer Israël. Mais je pense qu'à ce moment-là, on verra Israël commencer à s'impliquer. Et ensuite, tu sais, cette guerre va s'intensifier. L'Iran va subir des dégâts, mais Israël en subira de plus importants. Les forces armées américaines pourraient faire face à potentiellement des milliers de pertes en peu de temps. Cela, tu sais, choquera le public américain. Comment cela a-t-il pu arriver? Parce que tu sais, nous avons mené des guerres pendant 20 ans en Afghanistan et en Irak, et le nombre total de morts sur ces 20 années était de 6 000. C'est, tu sais, presque rien. Que se passe-t-il si nous en avons 6 000 en 2 semaines? Cela créerait une tempête politique pour Donald Trump. Larry, l'administration Trump a tenté d'intimider les groupes, qu'on appelle le Hashd al-Sha'bi en Irak, simplement pour les avertir que s'ils entraient dans le combat, dans le cadre de l'attaque contre l'Iran, ils allaient être frappés par les États-Unis. Et d'un autre côté, on voit que l'ambassade américaine à Beyrouth aurait, selon les informations, évacué son personnel par le, vous savez. Oui, puis juste faire un commentaire. Ce que je vois là, c'est un signe avant-coureur qu'en réalité, une attaque va avoir lieu. Vous savez, même si nous avons eu cet énorme déploiement de moyens et que le moment et la météo faisaient que nous nous attendions à une attaque, nous n'avons vu aucun NOTAM publié pour avertir les aviateurs d'éviter cet espace aérien. Et nous n'avons pas vu non plus d'évacuation de personnel à partir de certains sites. D'accord. Maintenant, si c'est vrai, s'ils commencent à évacuer certaines ambassades, alors c'est le signe que cette attaque va se produire. Et bon, si c'est le cas, permettez-moi de le dire ainsi. Les gens qui détestent Donald Trump seront ravis parce que cela détruira sa présidence. Vous voyez? Et pour moi, c'est un signe qu'ils n'ont même pas réussi à intimider le Hezbollah pour qu'ils ne les attaquent pas. C'est pour cela qu'ils évacuent leurs forces. Cela ne va pas fonctionner. Je pense que la manière dont ils ont essayé de faire pression sur l'Irak et sur le gouvernement irakien, puis sur ces groupes qu'ils appellent le Hashd al-Sha'bi en Irak, ne va pas marcher non plus. Nous allons assister à une sorte de conflit en plusieurs phases. Il semble que ça viendra du Liban, en Irak, avec les Houthis. Penses-tu qu'Israël pourrait d'une manière ou d'une autre s'occuper de l'Irak, et je ne sais pas, des Houthis et du Hezbollah, tandis que les États-Unis s'occuperaient de l'Iran et de l'Irak? Je ne sais pas à quoi ressemblerait cette combinaison de réactions si cela se produisait.
Um, if the United States, Si les États-Unis lancent une attaque, les Houthis n'ont pas tiré sur Israël. Ils ont essentiellement respecté le cessez-le-feu. D'après ce que je comprends, ils continuent d'empêcher les navires à destination d'Israël de traverser la mer Rouge. Mais à part cela, ils ont cessé de tirer des missiles sur Israël. On pourrait voir une combinaison des Houthis et du Hezbollah. S'ils commencent à ajouter leur propre stock de missiles aux attaques contre Israël, cela va encore plus rapidement épuiser les réserves de missiles de défense aérienne, que ce soit pour le dôme de fer, le Patriot ou le THAAD, le système de défense à haute altitude. Et une fois ces missiles de défense aérienne épuisés, Israël se retrouve sans défense. Et l'Iran, je crois, contrairement aux estimations du renseignement américain, pourrait disposer de 10 000 à 20 000 missiles balistiques. Les estimations américaines les situent autour de 2 000. Je pense que c'est largement sous-estimé. grossly understated. Parce que, d'après l'estimation que j'ai lue, l'Iran a produit environ 800 missiles balistiques depuis l'attaque contre l'Iran en juin 2025. C'était il y a 8 mois. Supposons qu'ils en fabriquent à peu près une centaine par mois. Ils produisent donc des missiles balistiques. Je ne sais pas à quel point c'est exact, mais à mon avis, c'est probablement plus que ça. Malgré tout, ces chiffres ne sont pas précis, et personne n'en parle vraiment en termes de la réalité concrète de ce qui se passe. Larry, l'autre chose, c'est le porte-avions qui se trouve près de la Grèce en ce moment, l'USS Gerald R. Ford. Le Wall Street Journal en a parlé sous le titre « Funérailles manquées et toilettes bouchées. Le déploiement en Iran pèse sur les marins américains. » Ces gens ne sont clairement pas satisfaits de la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais il semble que les États-Unis vont utiliser ce porte-avions pour aider à défendre Israël dans le cadre de son système de défense aérienne. Ses capacités sont limitées. Il en a 10. Normalement, une escadrille pour un porte-avions compte 10 F-35. Dans un environnement de combat intense, maintenir les opérations va poser problème. Donc, comme je l'ai dit, la force navale déployée n'est pas si importante. Ce qui est significatif, ce sont les moyens aériens. Je sais qu'au moins près d'un tiers des moyens de combat de l'US Air Force ont été déployés dans la zone d'opération. C'est énorme. Et s'ils restent là, sans être utilisés pendant un certain temps, on va observer une dégradation de leurs capacités au fil du temps. Larry, avant de conclure cette session, permettez-moi de changer un peu de sujet pour parler de l'Ukraine. Je suis sûr que vous avez entendu ce que Boris Johnson a dit à propos de l'envoi de troupes britanniques en Ukraine pour aider à faciliter le processus de négociation et un éventuel accord. Voyez-vous un scénario dans lequel la partie russe accepterait un traité autorisant la présence de troupes britanniques en Ukraine, près de la frontière russe? Non, non, pas du tout. Je pense que le véritable risque en ce moment, où la question restait sans réponse, est de savoir si la Russie va riposter contre le Royaume-Uni pour ce missile qui a frappé une usine de munitions à plus de 1000 milles à l'intérieur du territoire russe l'autre jour. Cela a été fait par les Britanniques, et cela intervient juste après que les Russes ont publiquement annoncé que les Britanniques étaient également impliqués dans la tentative d'assassinat du numéro 2 du renseignement militaire russe. Cela ne me surprendrait pas que la Russie décide de lancer un missile Iskander contre une usine ou une cible militaire au Royaume-Uni, parce que, vous savez, ils ne vont plus plaisanter. Oui, cela provoquerait de l'indignation. Cela mettrait l'OTAN en ébullition, en train de dire « D'accord, il faut invoquer l'article 5 » ou « Nous allons attaquer la Russie ».
Vous savez, si cela se produit, je pense qu'ils découvriront que l'article 5 finira par s'effondrer. Le Royaume-Uni s'est mis dans cette position, et je pense que l'état d'esprit en Russie, du point de vue de la direction, est que cela ne peut pas rester sans réponse. Il y aura une riposte d'une certaine importance. Oui, merci beaucoup Larry d'être avec nous aujourd'hui. Désolé de ne pas avoir apporté de meilleures nouvelles. Au moins, nous sommes encore en vie. Il n'y a rien de bon là-dedans. Oui, on verra d'ici la fin de la semaine ce que le colonel Wilkerson et moi aurons à dire à ce moment-là. Exactement. Je prie pour la paix, mais bon, ça ne s'annonce pas bien. Oui, merci beaucoup Larry. Très bien, mon ami. On se voit vendredi. À plus tard. Au revoir. Toi,